Dans cet épisode, Sophie m'a raconté son histoire d'amour avec Cédric, son mari. 8 mois après leur mariage, Cédric a vécu un accident de vélo qui a bouleversé la vie qu'ils s'étaient tous deux imaginée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marguerite de Boredon, en formation pour devenir conseillère conjugale. Si le cœur vous en dit, c'est le podcast qui donne le micro à vos histoires d'amour, belles, parfois douloureuses, intenses et un petit peu tout ça en même temps. Bonne écoute. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté qu'on enregistre un épisode ensemble aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer en vrai pour que vous me racontiez votre histoire d'amour qui est quand même plutôt hors du commun et que vous avez pu me raconter au téléphone quand on s'est appelé il y a quelques mois. Et en fait, votre histoire d'amour, ce qu'elle a de vraiment particulier, c'est qu'au bout de 6 mois de mariage, de 8 mois de mariage, 8 mois. 8 mois, votre mari a eu un accident de vélo assez grave. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Alors en fait, on habitait tous les deux dans un petit village de montagne au-dessus de Montbrison. On venait de se marier 8 mois avant. Et mon mari était très sportif, il avait besoin de se défouler après le boulot. Et là, comme très souvent, c'était un jeudi de l'Ascension, le 21 mai 98. Il est parti en m'expliquant un petit peu son itinéraire. Et il m'a dit, t'inquiète pas, je rentrerai avant la nuit. Et en fait, la nuit est tombée et je ne l'ai pas vu rentrer. Et nous, des drames, on n'en avait jamais connu, donc je n'imaginais pas du tout qu'il puisse arriver quelque chose à mon mari. Et en fait, au fur et à mesure de l'avancée de la soirée, j'ai commencé à bien angoisser, appeler les gendarmes. Et c'est les gendarmes qui m'ont décrit un homme entre la vie et la mort qui venait de percuter une voiture à 1 kilomètre de chez nous en vélo. Donc Cédric était en VTT, il n'avait pas de casque. À l'époque, ce n'était pas obligatoire. Il avait 30 ans, moi j'en avais 25. Et en fait, le choc a été très violent. C'était au détour d'un virage. Ils voulaient chacun éviter des graviers sur le bas-côté. La route était en travaux. Et en fait, il a été projeté sur 26 mètres. C'est la tête qui a tout pris. Et donc, il a eu un traumatisme crânien grave, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, moi, à l'époque. Moi, le handicap, je ne connaissais pas. Et donc, j'ai appris petit à petit qu'on pouvait devenir handicapé suite à un accident de vélo, et surtout des handicaps cognitifs, chose que je ne savais pas. Et en fait, oui, le traumatisme crânien, lui, il a surtout eu un choc frontal. Donc voilà, et de là découle pas mal de problèmes cognitifs. Et voilà, enfin bon, après, il a eu d'autres handicaps, je vous expliquerai. Mais en tout cas, ce soir-là, du 21 mai 98, j'ai compris à 21h, quand le gendarme m'a expliqué les choses, que voilà, ma vie allait basculer à tout jamais. Et du coup, au moment de l'appel du gendarme, vous vous êtes dit quoi ? Et bien, sur le coup, c'était... Moi, je pensais, il m'a dit, patientez, je dis, il va me rassurer, il va se moquer de moi, il va dire, mon mari va revenir. Hein. Et puis quand il m'a décrit Cédric, et que là, vraiment, c'était sûr que c'était lui, en fait, la première action, c'était de dire non. Je pouvais que dire non, en hurlant non, en disant que c'était pas possible, en fait. Je cherchais le bouton reset de ma vie, et dire, non, mais là, c'est pas le bon scénario, on est jeunes, on avait plein de projets, jamais j'aurais imaginé ça. Et vous avez cru tout de suite, quand il vous l'a dit, vous avez tout de suite... j'étais obligée parce que tout de suite après, les gendarmes sont venus à la maison, m'ont apporté sa montre pour que je sois sûre de l'identifier parce qu'il n'avait pas ses papiers sur lui. Et puis, il était vraiment, avec l'hélicoptère du SAMU entre la ville et la mort, j'avais interdiction d'aller sur place. Et il a été héliporté à Saint-Étienne, la ville où l'hôpital était le plus proche. Et donc là, très vite, il a fallu que j'habite cette nouvelle réalité. Mais c'est vrai que pendant un moment, pour moi, je regardais un film. C'était pas moi, c'était pas possible, c'était pas nous. Mais ça m'a, voilà, au fil des heures, et surtout quand j'ai vu Cédric à l'hôpital, qu'ils ont accepté de me le montrer avant qu'il parte en bloc opératoire, en bloc chirurgical, et que j'ai vu que c'était lui. Alors bien sûr, il a bien cabossé, bien changé, mais c'était sûr que c'était lui. Et là, là c'est bon, quoi, j'ai compris. Ouais, que votre vie était en train de que prendre ma un tournant. vie n'allait pas du tout être celle que j'avais imaginée. Et puis surtout que des choses comme ça furent possibles. Enfin, c'est étonnant parce que pourtant, j'écoutais les infos, je savais qu'il pouvait arriver des choses graves, mais pour moi, c'était les autres. Bah oui. C'était pas possible que ce soit moi. Ouais. Donc là, il y a eu un vrai choc. Mais très vite, j'ai été très entourée. Très vite, il y a des amis de Cédric qui sont venus me voir, la maman de Cédric, qui a été une alliée pendant tout le temps du coma, de la rééducation, etc. Donc j'ai jamais vécu ça dans trop d'angoisse seule, en tout cas. Voilà, j'ai pu très vite partager tout ça avec ceux qui aimaient Cédric et qui l'entouraient avec moi. Et vous aviez, avant l'accident, vous aviez jamais imaginé que ça puisse vous arriver du coup ? Non, alors on avait fait une préparation au mariage. Voilà, on nous avait bien dit qu'on allait s'épouser pour le meilleur, pour le pire, dans la détresse, dans la maladie. Donc on l'avait vaguement évoqué, mais sans y croire trop. Mais
Et ce qui est drôle, c'est qu'après coup, j'ai réalisé que le couple qui nous avait préparé au mariage, elle était en fauteuil roulant. Et moi, je la regardais avec des yeux de merlan frit. Enfin, pour moi, c'était un autre monde, les personnes handicapées. Et voilà. Parce que vous n'étiez pas du tout confronté au handicap dans votre vie d'avant Non, je connaissais personne en fauteuil roulant. Non, vraiment, je ne connaissais pas le monde du handicap du tout. Du tout. Et d'ailleurs, ça a été difficile pour moi. Un détail, mais par exemple, très vite, quand Cédric a été en fauteuil roulant, j'ai commencé à le déplacer après dans ma voiture et il y avait un macaron GIC, grand invalide civil. Et ben moi, je n'osais pas le mettre. Ah oui. Ah ouais, pour moi, c'était un autre monde auquel j'avais du mal de me dire que j'y appartenais désormais, quoi. Ouais. Ah ouais, ça a été vraiment une grosse bascule. Ouais, je vous crois. Ouais. Quel regard vous avez eu sur votre mari avant et après l'accident? Est-ce qu'il y a eu un changement? Ou alors vous étiez en mode, c'est Cédric, je l'ai épousé, je l'aime. Enfin, ouais. Comment... Alors, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, quand Cédric était entre la vie et la mort, donc il a été plongé dans un coma profond, naturellement, dès le début, le choc a été tellement fort. Et il s'est réveillé du coma qu'un mois après. Mais il s'est réveillé très doucement. C'est-à-dire que les médecins ont dit, ça y est, il est sorti du coma, juste parce qu'il répondait à la demande en ouvrant les yeux. Voilà. C'était le seul stimuli auquel il répondait. Enfin, voilà, quand on le pinçait, il ouvrait les yeux. Mais c'est tout. Et après, il a fallu 2 mois avant qu'il suive du regard. Après 3 mois avant qu'il lève un pouce. Enfin, c'était très, très long. Et 5 mois avant qu'il puisse s'exprimer. Donc, pendant tout ce temps, moi, je suis passée par plein de phases. D'abord, ma première réaction, ça a été de dire... moi, je venais de l'épouser. On s'aimait très fort, on était très amoureux. Et pour moi, tout de suite, je me suis dit, Cédric, il a besoin de moi maintenant. C'est de moi qu'il a besoin et je ne me pose pas la question, quoi. On s'aime pour le meilleur et pour le pire. Le pire commence... on commence par le pire, le meilleur viendra après, quoi. C'est un peu ça l'idée que j'avais. Et puis j'étais vraiment avec tout ce groupe d'amis, ma famille qui m'entourait. On était vraiment dans la dynamique du combat, il va y arriver. Enfin, on se soutenait vraiment. Puis comme on était croyants, il y avait des grands moments de prière et moi je me sentais vraiment portée par tout ça. Et donc je m'étais dit, voilà, c'est ton combat, c'est ton challenge, fonce. Et puis les médecins ne pouvaient pas me dire, déjà ils ne pouvaient pas me dire s'il allait vivre. C'est vrai que chaque matin j'allais à l'hôpital, enfin chaque après-midi. Il était en réanimation et la surprise était totale. Chaque matin du premier mois? Oui, du premier mois en réanimation. Il a été 3 mois en réanimation. Et pendant ces 3 mois, son pronostic vital était toujours engagé. Et après, au bout d'un moment, ils ont dit, non, là, ça y est, on sait qu'il va vivre. Par contre, il peut être soit végétatif, un état végétatif, donc vraiment possi-relationnel, c'est-à-dire qu'il ne communiquera jamais vraiment beaucoup avec vous, soit végétatif chronique, soit il peut évoluer, mais on ne peut pas le savoir. Et c'était en 98, peut-être que maintenant ils ont fait des progrès, mais à l'époque, vraiment, même avec les images, les IRM cérébrales, on ne pouvait pas savoir quels allaient être les handicaps. Donc j'étais vraiment dans l'inconnu, et j'avais un ami qui me disait toujours, les médecins, tant qu'ils ne t'ont pas dit que c'est foutu, que c'est muré, que ton avenir... crois à un bon scénario, et l'espérance, parce que ça va être un bon moteur pour aller de l'avant, aimer Cédric, être joyeuse, porter tout ça allègrement, plutôt que d'envisager le pire, et de toute façon ça ne changera pas la réalité de ce qui adviendra. Donc prends une option plutôt qu'une autre. Très vite, je me suis aperçue, moi j'avais 25 ans, donc... à l'époque, je me laissais vachement porter par la vie, j'avais pas des grandes idées surtout. Et là, une des premières révélations que j'ai eues avec cet accident, c'est que le bonheur, tu le choisis. En fait, ta vie, tu l'as choisie. Tu choisis pas ce qui t'arrive, mais tu choisis la façon dont tu vas porter tout ça. Et je me souviens très bien du moment où je me suis dit, je choisis la vie, je choisis de vivre cette aventure en me disant, tout est possible. Voilà, tant que personne n'ira me prouver que notre vie, elle est... noir et bouché et fini, moi je veux y croire. Donc j'avais pris cette option, cette décision, de dire, voilà, j'ai l'espérance que Cédric progresse, que notre amour soit intact. Et puis après, au fil des mois, j'ai vu que Cédric commençait à s'exprimer, ça c'était vraiment important. Bon, déjà, il me regardait avec un regard très amoureux, je sentais dans ses yeux qu'il y avait quand même une petite intelligence, une présence, une conscience qui était là. Et ça, c'était pas acquis, parce qu'il y en a qui sortent de là en très mauvais état. Et après, quand il a commencé à s'exprimer, c'est quand il a commencé à lever le pouce, et je lui faisais défiler des lettres de l'alphabet, il les sélectionnait en levant le pouce, et là, il a commencé à faire des phrases. Et là, j'ai compris qu'il avait quand même gardé beaucoup du Cédric d'avant, même s'il était changé.
Bon, déjà, il me témoignait son amour sans arrêt à ses parents, à ses proches. Sa foi était intacte. Et puis petit à petit, il avait de l'humour, il faisait des jeux de mots. Enfin bon, je sentais que le Cédric d'avant était encore loin, mais qu'il allait peut-être voilà, se rapprocher. Donc petit à petit, voilà, il a communiqué. Et voilà, et tout mon travail, ça a été de se dire, je cherche ce qui fait que j'ai choisi Cédric. J'ai choisi de l'épouser il y a 1 an, il y a 8 mois. Et je vais me raccrocher à ça pour vraiment travailler mon attachement à lui, mon amour pour lui. Tout de suite, je me suis dit que c'est vrai que l'amour, ça tombe pas forcément sous le sens, même si les premiers mois, les premières semaines après le coma, j'étais vraiment dans cet élan amoureux important. Mais après, il a fallu aussi que je pose des décisions, me dire tu vas travailler à l'aimer, voilà, à prendre soin de lui, parce que je voulais vraiment construire quelque chose. Je voulais en fait raconter une belle histoire. Je m'étais dit, moi, la vie, on n'en a qu'une. Je ne me vois pas l'abandonner. Je ne me vois pas le laisser tomber. Enfin, j'aurais eu des scrupules toute ma vie, je pense. Lui, sa vie aurait été vraiment difficile. Ça aurait été le confier à ses parents. Et pour ses parents, ça aurait été aussi très lourd. Et je me dis, non, tu n'as pas le droit de lui faire ça. Enfin, tu lui as promis, voilà, tu t'es engagé. Et puis vraiment, surtout, je voyais que cet amour était toujours présent. Donc la question de le quitter, vous l'êtes à peine posée, mais en fait, vous avez très vite répondu que c'était non. En fait, c'est une assistante sociale qui me l'a posée, la question. À un moment donné, au bout de 3-4 mois, après son réveil de coma, il fallait que je me porte curatelle pour signer les papiers à sa place. Et pour moi, naturellement, je voulais le faire. Et elle m'a dit, non, parce que si vous le faites, ça veut dire que vous êtes obligé de rester avec lui, au moins pour quelque temps. Alors que ses parents sont jeunes, vous êtes jeunes, vous pouvez refaire votre vie. Et moi, quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment scotché, enfin, scandalisée sur le coup. Et puis après, j'ai compris qu'elle elle avait le devoir de faire en sorte que les gens se posent des vraies questions, voilà, qu'ils ne s'engagent pas à la légère bien sûr. dans une voie qui ne va pas les rendre heureux. Mais moi, très vite, je lui ai expliqué que... Bon, déjà, j'ai accepté de réfléchir. Elle voulait que je réfléchisse sur plusieurs jours. Bon. Et quand je suis revenue, je lui ai expliqué que vraiment, ma décision, elle était prise. Que je ne me voyais pas abandonner mon mari. C'est pas possible. C'était pas possible. Voilà. Et l'idée, c'était que la vie, c'était une aventure et qu'on allait y arriver. J'avais 25 ans, j'avais la niaque. Et je croyais aux belles histoires et je me disais qu'on allait raconter une belle histoire avec ce qu'il y avait. Voilà. Moi, j'étais architecte d'intérieur. Et j'avais comme l'image d'une maison en sale état, en ruine, mais pleine de charme, et qu'il fallait que je fasse des travaux pour qu'elle soit habitable de nouveau, qu'on puisse y vivre dedans. Mais je savais que ça allait être long, mais que c'était pas impossible. C'était un peu l'idée. Et votre famille, vos amis, vous avez eu de leur part beaucoup de soutien, ou alors vous avez des gens qui vous ont dit mais qu'est-ce que tu fais Alors j'ai eu les deux. La famille de Cédric, je pense, était heureuse que je fasse ce choix. Même si elle était dans l'expectative au début, des fois je me souviens d'une situation où mais très vite je les ai rassurés. Après, moi j'avais perdu mon papa 1 an avant et ma maman en fait était très anxieuse. Elle avait peur pour moi, donc je sentais qu'elle n'était pas dans le même combat que moi. Elle c'était plus mais ma fille, tu vas te gâcher ta vie, réfléchis à ce que tu vas faire. J'aurais peut-être pas de petits-enfants, peut-être qu'elle voyait aussi ça comme ça. Et elle me projetait pas mal d'angoisse. Il a fallu d'ailleurs que je mette des distances à un moment donné. Je savais que ça allait pas être éternel. À un moment donné, on allait se revoir. Mais vraiment, moi, j'étais dans le combat. Et s'il y avait des personnes qui me tiraient vers le bas, vers leurs angoisses, ça pouvait pas marcher. Donc très vite, le tri s'est fait naturellement. Il y a eu aussi des amis de Cédric qui n'ont pas supporté le fait qu'il soit dans cet état-là. Il avait un ami avec qui il courait tous les jours avant, et du jour au lendemain, on n'a plus eu de nouvelles. Et j'ai appris après que c'était qu'il avait du mal à lui-même à accepter tout ça. On l'a revu après. Mais globalement, les amis ont été dans le même mood que moi, vraiment, à me soutenir. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, il y en avait pas mal qui étaient célibataires, donc ils avaient du temps, elles avaient du temps. Et pour un an, elles débarquaient à la maison. On pouvait sortir boire un verre dès que je voulais. Je me suis sentie vraiment très entourée. Il y a des matins, je me levais, je sortais pour aller bosser, parce que du coup, j'avais réduit mon temps de travail, j'étais à mi-temps, mais je bossais tous les matins. Et l'après-midi, j'allais le voir à l'hôpital. Et le matin, je me levais, je pouvais avoir un bouquet de jonquilles sur mon paillasson, ou un copain qui m'amenait les croissants. Je me souviens de petites intentions délicates. À l'époque, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de téléphone, mais j'avais des cartes, des mots.
Et là aussi, j'ai appris avec cette épreuve que les petites mains tendues, les petits gestes, les petits mots, mais de rien du tout, qui peuvent paraître insignifiants pour celui qui le fait, ben, quand on a soif, comme moi j'avais soif de soutien, d'amitié, eh ben c'est vraiment essentiel. C'est vraiment, j'ai compris que c'était un carburant. Parce qu'avant l'accident, on faisait la fête, on avait des copains, on ne se posait pas de questions. On était rassasiés, quoi. Et après cette épreuve, j'ai compris à quel point on est vraiment des êtres de relation et parfois je pouvais avoir le moral par terre parce que j'avais pas toujours cette vision positive des choses et parfois je pouvais avoir des grands moments de stress et d'angoisse et il suffisait que je voie un ami ou une amie, que je lui parle un peu et hop, ça repartait, quoi. Et voilà, j'ai compris vraiment c'était très important la relation. Ouais. Et dans les moments de découragement, justement, vous disiez quoi? C'était quoi les pensées qui vous traversaient? C'était j'y arriverai jamais. C'était tu vas être garde-malade toute ta vie. Je me souviens d'un soir. Enfin, je donnais à manger à Cédric, il sortait à peine de l'hôpital de rééducation, parce que donc il a eu 1 an de rééducation, et après on le prenait en congé thérapeutique à la maison, un week-end, après une semaine. Je dis on parce que j'étais souvent avec sa maman. Et là, il était en congé thérapeutique et je lui donnais de l'eau gélifiée parce qu'il n'arrivait plus à déglutir. Donc c'était de l'eau en gel. Et puis je lui donnais à la cuillère parce qu'il était complètement tétraplégique, il avait encore sa trachéotomie. Faut imaginer, il était donc hémiplégique, donc tout penché comme ça. Et puis parfois, il pouvait avoir le regard vide, autant parfois il était pétillant d'intelligence. Enfin, je sentais qu'il était bien présent. Et puis parfois, il avait le regard vide. Ce soir-là, il avait le regard vide. Je lui donne à manger, je croise son regard et je me dis, mais je vais être garde-malade toute ma vie, c'est ça ma vie. Et j'ai comme une chape de plomb qui m'est tombée dessus, vraiment. Et je commençais à plus pouvoir respirer, j'ai tout lâché. Je suis partie dans la forêt à côté, ça s'est passé chez mes beaux-parents, à la campagne. Et là, j'ai hurlé mon désespoir, voilà, à demander pourquoi ça peut arriver, pourquoi on n'a pas plus de soutien tout le temps, en fait. Pourquoi on est touché par cette... Pourquoi la nature nous donne des membres qui fonctionnent, une intelligence qui fonctionne, puis d'un coup, les lois naturelles font que tu percutes une voiture et qu'il te reste quasiment plus rien. Enfin, voilà, des grosses interrogations sur le sens de la vie, sur le sens de tout ça. Et j'ai trouvé la réponse, en fait, après avoir pris ma voiture pendant 2 heures et être allée voir une amie qui m'a juste entourée de ses bras et qui m'a dit « Sophie, tu sais, tu n'es pas seule ». Et juste, tu n'es pas seule, ça m'a donné une énergie de dingue. Me dire, c'est vrai que tu ne portes pas tout le handicap de ton mari sur tes épaules. En fait, il y a Cédric, il a ce qu'il a apporté, lui. Et moi, mon rôle, ça va être de lui donner la joie, de lui donner l'envie de continuer, d'avancer. Et pour ça, il va falloir que je m'épanouisse aussi. Donc j'ai très vite aussi derrière essayé d'identifier mes espaces de ressourcement, ce qui fait que j'étais heureuse dans la vie, que je pouvais avancer pour que ça rejaillisse sur notre couple et qu'on avance. Moi je me souviens très bien d'un moment où Cédric a commencé à émerger du coma, a commencé à voir que ses membres ne fonctionnaient plus bien. Donc le côté gauche ne fonctionnait pas du tout, alors qu'il était hyper sportif, hein. Et un jour, il me prend la main et il me dit... enfin déjà, j'arrive dans la chambre de rééducation, il était attaché et puis drogué, attaché au lit. Et les infirmières m'ont dit, en fait, il nous a donné des signes qu'il voulait en finir. Donc, on a préféré lui donner un calmant et l'attacher au lit. Alors là, ça m'a tuée parce que je me suis dit, autant si on est tous les deux à vouloir avancer, c'est bien. Mais s'il y en a un des deux qui a des idées noires, ça va être difficile pour moi de le porter. Et en fait, j'ai attendu qu'il se réveille et là, j'ai été bien inspirée. Je lui ai dit, écoute, enfin, de toute façon, j'ai vu tout de suite dans ses yeux, voilà, toujours son amour qu'il avait pour moi. Et je lui ai dit, ça, c'est un moteur. Je lui ai dit, écoute, ok, tu t'aimes pas comme tu es et je te comprends. T'aimes pas ce corps-là, tu le veux pas. C'est injuste, je t'entends, mais moi, je t'aime. Je veux qu'on construise quelque chose ensemble, je veux qu'on y arrive. Et donc, t'as pas le droit de pas aimer, en fait, l'objet de mon amour, entre guillemets. J'étais un peu dure. Je dis, voilà, si tu m'aimes, eh ben, tu vas te battre pour moi et moi, je me battrai pour toi. Voilà, on ne va pas se battre l'un pour soi-même, enfin, tous les deux dans notre coin pour essayer de nous faire une belle vie. On va vraiment essayer de rendre l'autre heureux et ça va peut-être, le fait de décentrer le combat, ça va nous aider. Et ça nous a vraiment aidés. C'est-à-dire que l'idée, c'était que Cédric, quand je quitte l'hôpital, il soit souriant, que j'ai réussi à le faire rire, à lui faire penser à autre chose, qu'on ait réussi à
acquérir des petits progrès. Enfin, à chaque fois, j'essayais de lui faire monter la main un peu plus haut. Enfin, il y avait vraiment plein de choses réjouissantes qui nous arrivaient, et si tant est qu'on arrivait à les voir, quoi. C'était ça aussi l'enjeu. De voir tous les progrès de Cédric, de ne pas voir uniquement ce qu'il avait perdu, sinon là, on sombrait. Mais vraiment de voir tout ce qu'il... voilà, tous les progrès qu'il faisait, quoi. Et puis la beauté de l'amitié qui nous entourait, de nos liens familiaux. Et vraiment, ça aussi, ça a été une discipline, parce que ça ne tombait pas sous le sens avant pour moi, ça. Ouais, ça va avec l'idée que vous disiez tout à l'heure de choisir le bonheur. Enfin, ouais. De choisir, on a le choix. Moi, j'en suis persuadée. Après, il faut avoir l'énergie de faire le choix, et puis de s'y tenir, c'est aussi une discipline. Hein. Mais il se trouve que nous, ça nous a sauvés. Parce que Cédric, du coup, après, bon, je dis pas, il y a encore des moments, 27 ans après, où il a des moments de révolte, où il en a ras-le-bol de son handicap. Mais toujours, ce qu'il raccroche à la vie et à l'envie de s'en sortir, c'est l'amour qu'il a pour ses enfants, l'amour qu'il a pour moi, le fait que, voilà, la vie reste belle. Enfin, lui, il a, depuis 27 ans, développé aussi pas mal de choses qui le satisfont, qui font qu'il a une vie sympa et équilibrée. Il aime beaucoup la poésie, donc il écrit beaucoup, il dessine énormément, et puis il fait partie d'une association, Simon de Sirène, avec laquelle il sort 3-4 fois par semaine, donc il a une vraie vie sociale aussi, parce qu'il se trouve qu'à Lyon, on a le système Optibus, c'est des transports pour personnes handicapées, qui fait qu'il a une vraie autonomie. Et ça aussi, c'est chouette pour un couple, je trouve, de ne pas être toujours l'un sur l'autre, parce que moi, c'est vrai que je travaille à la maison, enfin, j'ai un atelier de sculpture là, au fond de mon jardin, mais je suis quand même bien souvent à la maison. Et je trouvais que c'était pas sain d'être l'un sur l'autre tout le temps. Et le fait qu'il puisse sortir comme ça, c'est extra. Comme ça, il vit ses choses de son côté. Il a des vrais liens d'amitié avec les personnes qu'il côtoie chez Simon de Sirène. Donc il fait des ateliers d'écriture, des cafés philo, ils font une visite de musée. Et lui, vraiment, ça le remplit. Et vous me parliez de vos moments de respiration l'un et l'autre, où vous avez besoin d'avoir parfois des longs temps, quelques jours où il partait de son côté et tout ça. Ça c'est important. Alors ça aussi, je l'ai appris avec le temps, parce qu'au départ, Cédric il était très exclusif, il avait besoin de moi, il n'aimait pas les auxiliaires de vie, pas les ambulanciers. Alors au début, je faisais tout pour lui, on n'avait pas d'enfant, c'était le début de notre mariage, donc je l'accompagnais partout. Mais très vite, je me suis essoufflée, enfin très vite au bout de 5 ans quand même. Et en fait, il a accepté petit à petit qu'on introduise du personnel, entre guillemets, autour de nous pour que je puisse souffler, quoi. Et je me suis aussi vite aperçue que je n'avais pas à avoir des scrupules de prendre l'air, parce que c'était la seule garantie d'un amour vrai, détendu, serein. Sinon, j'étais sur les dents. Et moi, je ne voulais pas rester avec mon mari par devoir. Je voulais vraiment rester avec lui parce que j'étais heureuse d'être avec lui, que je l'aimais, que cet amour était là, il respirait, même s'il était différent du début du mariage. Et pour ça, je me suis vite aperçue qu'il nous fallait des espaces de respiration. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir ma belle-mère qui était assez disponible. Et du coup, quand on a eu nos enfants, je pouvais partir à une semaine. De toute façon, dès le début de l'accident, je partais une semaine par an. Au silence dans la nature, pour me ressourcer, ça me fait beaucoup de bien. Et puis après, au fil des temps, ça s'est un petit peu élargi, les espaces. Et maintenant, comme je suis sculpteur maintenant depuis 5 ans, je fais des expos, donc je suis amenée quand même à voyager pas mal. Et là, on a à Lyon une maison du répit qui est super. C'est un système d'accueil de personnes handicapées où il connaît bien les gens qui travaillent, tous les bénévoles, et il a plaisir à y aller. C'est une très jolie maison qui ne fait pas du tout hôpital et qui est au milieu des bois. Donc ça aussi, ça me permet de souffler. Voilà. Je peux le laisser 30 jours par an, donc je n'utilise pas toujours les 30 jours, mais voilà, quand je le fais, je sais qu'il est bien. Et puis ça doit être soulageant et agréable de voir qu'il développe des choses pour lui, que ça lui fait du bien, avec Simon de Sirène, la maison du répit. Même ça, pour vous, important. Ça fait... Et puis, alors là, on l'a moins fait ces dernières années, mais souvent, c'est des copains qui l'emmenaient faire des randonnées sur 2-3 jours avec une joëlette, donc c'est une chaise à porteur avec une roue. Et ça aussi, il aimait beaucoup. Donc lui aussi, il prenait des moments de respiration de son côté. Et il a appris à lâcher, à me lâcher pour que je revienne bien remplie et que je puisse donner du coup de nouveau. Je crois que c'est important. Et donc cette phase où vous étiez plus dans le rôle d'infirmière plus que d'épouse,
Enfin, à part du coup cette forme d'épuisement que vous avez pu vivre, est-ce qu'il y a eu d'autres impacts là-dessus Ben ouais, parce que donc Cédric, au bout de 5 ans, il avait quand même pas mal progressé. C'est-à-dire qu'il était en fauteuil manuel, mais il se déplaçait dans toute la maison facilement. Il faisait ses transferts, lit, fauteuil tout seul. Donc il était assez autonome dans la maison. Il avait acquis de nouveau pas mal de choses qu'il avait acquises avant l'accident. Et du coup, je m'étais dit, peut-être que notre projet d'enfant, de fonder une famille, finalement, on va peut-être pouvoir le sortir du tiroir. Moi, pendant longtemps, je me dis que c'était plus possible. On s'était même dit qu'on allait adopter des vaches, des chèvres, des chiens. Mais là, on s'est dit, non. Pour moi, les critères, c'était est-ce qu'il peut transmettre, est-ce qu'il peut aimer inconditionnellement. Voilà. Et je me rendais compte qu'avec les enfants, il était très doux. Et puis qu'il pouvait transmettre encore. Alors il a une voix chuchotée, basse, mais par mail, à l'écrit, il transmet, et puis si on est attentif, on entend. Et donc le fait de m'occuper de lui H24, en fait, ça me bloquait complètement. J'avais un rapport à lui plus maternant qu'un rapport d'épouse. Et puis, comme je m'occupais des soins intimes, voilà, c'était compliqué pour moi, et donc c'était compliqué d'avoir des enfants. Et en fait, le jour où il a accepté que des auxiliaires de vie viennent, que je m'occupe plus de lui autrement que des rapports normaux de femme à mari, et tout s'est débloqué naturellement. Et on a pu avoir notre premier enfant en 2003. Et donc on avait tout aménagé pour qu'il puisse accéder à la table allongée au parc. Et on voyait que ça se passait bien. On avait fait de l'aptonomie, donc il posait sa main sur mon ventre pour que l'enfant arrive dans le creux de sa main. Voilà, on avait vraiment tout pour préparer cette naissance. Et en fait, Adrien est arrivé. C'était drôle parce qu'il a été mis dans les bras de son père parce que moi j'avais besoin de soins. Et pendant 1 heure, ils se sont regardés tous les deux. C'était beau à voir. D'ailleurs, Cédric en a fait un poème. Et donc, on a vu qu'en grandissant, cet enfant se portait bien, que tout se passait bien. Donc, on s'est dit, allez, on va se lancer dans l'aventure d'un deuxième. Donc, Paul est arrivé 18 mois après. Là, ça s'est très vite passé. Et puis on voyait que ça se passait bien, que c'était vraiment sympa. Et on s'est dit, pourquoi pas une petite troisième. Enfin, un petit troisième, et il se trouve que c'était une fille. Donc Juliette est arrivée 2 ans après Paul. Et là, les grands-mères, tout le monde disait, c'est très bien, on va peut-être se calmer. Et puis nous, en fait, moi, au fond de moi, déjà quand on s'est mariés avec Cédric, on voulait 8 enfants. Je ne sais pas pourquoi, parce que lui, il est issu d'une fratrie de 2 et moi, une fratrie de 3. Mais on s'était dit 8, ça aurait été extraordinaire. Donc là, on a revu un peu à la baisse, on n'en a eu que 4. Mais vraiment, je tenais à cet esprit de famille nombreuse. Je m'étais dit, avec un papa comme ça, un petit peu différent, c'est bien qu'il soit soudé, un peu plus nombreux que... Voilà, c'est l'idée que je m'en faisais. Et en fait, Théodore est arrivé 4 ans après Juliette. Donc on en a eu 4 en 7 ans. Et voilà, donc ça a été très sportif, des moments difficiles, mais toujours une joie profonde de les avoir, une gratitude vraiment. Parce que quand on a vécu 5 ans en se disant qu'on n'en aurait pas, on les reçoit vraiment comme un cadeau. C'est pour ça que Théodore s'appelle Théodore, cadeau de Dieu. Pour qu'on se rappelle d'être dans la gratitude. Et après, tout n'a pas été rose. Et c'est important de se dire aussi qu'on avait vécu des moments d'abattement profond. Il y a eu des soirs où vraiment je me disais, mais on a été fous de se lancer dans une famille si nombreuse. Mais je savais au fond de moi que la nuit allait passer, que j'allais me reposer, qu'il fallait juste attendre. Voilà. Mettre des choses en place peut-être pour que les choses s'arrangent. Vraiment, c'était toujours en filigrane cet espoir que les choses allaient s'arranger et j'ai jamais été vraiment déçue en fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, je ne le cache pas, puisque Cédric, c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, c'est compliqué un papa qui ne peut pas aller courir derrière un enfant, lui parler entre 4 yeux. Ça a été compliqué, très frustrant pour Cédric, mais bon voilà, on n'en a plus qu'un ado, les 3 autres sont des jeunes adultes et ils vont bien. Tous me disent qu'ils sont très attachés à leur papa et qu'il y a eu des moments difficiles quand même du fait qu'ils soient en fauteuil. On a identifié qu'en 5e, 6e, 5e, ils avaient du mal à assumer la différence de leur papa parce que les copains posaient plein de questions et c'était pas toujours très adroit. Donc ce qui a été difficile, c'est au moment de l'adolescence, quand les enfants me tenaient tête et que Cédric voulait parler à l'enfant et faire un exercice d'autorité. L'enfant, il partait à l'étage et Cédric, il se retrouvait en bas à ne pas pouvoir monter. Donc il a fallu élaborer des stratégies pour qu'une fois que la tempête soit calmée, l'enfant descende, parle à son père. Mais c'était quand même très compliqué et assez frustrant.
Voilà, mais voilà, maintenant ils ont 21, 20, 18 et 14. Donc celui de 14, on est encore un petit peu dans l'adolescence, mais les 3 autres en sont sortis et ils ont des très bons rapports avec leur père, alors que voilà, il y a eu des moments de tension. Et tous sont très attachés à leur père et c'est vraiment pour moi l'essentiel. Ils ont vraiment une vraie tendresse pour lui. Enfin, voilà, moi j'ai toujours essayé que Cédric ne sollicite pas trop ses enfants. Je m'étais dit les enfants ils n'ont pas choisi d'avoir un papa handicapé, donc c'est moi qui aide Cédric et les enfants j'essayais au maximum de les tenir à distance. Bon après maintenant en grandissant ils aiment pousser leur père en fauteuil, voilà. Mais ils ont un vrai rapport voilà, de tendresse avec Cédric. Ils ont, selon les enfants, voilà, des sujets d'intérêt commun. Voilà, et ça donne lieu à des échanges de mails nombreux, parce que maintenant ils sont tous un peu dans des villes différentes, les enfants, pour leurs études. Voilà, donc un vrai rapport privilégié, pour moi, c'était l'essentiel. Ouais. Mais voilà, ça n'a pas toujours été facile, et ça, faut le savoir. Voilà, faut pas imaginer que tout était toujours tout rose. Mais voilà, même au creux de la vague, on avait toujours cette idée qu'on allait y arriver, qu'il fallait passer, voilà, il fallait que le temps passe, ou même parfois faire appel à des professionnels. Je me souviens qu'une fois, j'ai vu une psychologue familiale pour lui parler de mes problèmes, voilà, comment gérer mon mari, sa relation avec les enfants, dans son handicap. Et puis on a dévoré pas mal de livres sur l'éducation, sur le handicap. Voilà. Mais de personnes qui avaient vécu déjà le fait d'avoir un père handicapé. Ouais. Par exemple, il y a la famille Kayser qui a écrit 2 beaux livres. Le papa est IMC, bon, il est décédé maintenant, et ils ont eu 5 enfants. Et je me souviens qu'on est allé les voir, ils habitaient en région parisienne, avec notre 3e, on en avait déjà 3. Et j'avais besoin d'échanger avec Martha Kayser, et ça nous a fait beaucoup de bien. Ils ont été vraiment gentils de nous accueillir, et voilà, on a eu un bel échange là-dessus, qui a fait retomber pas mal de peur, de crainte. Voilà. Après, chaque cas est différent, mais j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de modèles de famille dont l'un des 2 parents est handicapé. Ouais. Non, et puis c'est surtout pas le même handicap, parce que chez les Kayser, c'est IMC. Moi, je trouve que les handicaps moteurs... IMC, c'est quoi ? IMC, c'est infirme moteur cérébral. Okay. Donc, c'est des gens qui ont toute leur intelligence, toute leur faculté intellectuelle, mais qui sont empêchés dans les mouvements, un peu saccadés. Voilà, ça peut être très douloureux, très difficile. Mais moi, je trouve, en tout cas par rapport à Cédric, que les handicaps physiques, certes, lui, c'est difficile à porter, et puis ça l'entrave, hein, je ne dis pas, mais je trouve que le plus lourd, c'est les handicaps cognitifs. Parce que Cédric, il a des problèmes de mémoire depuis son accident, donc ça a été très fort au départ. Hein, il ne se souvenait plus de la veille, ni du matin même. Et maintenant, ça a bien progressé. Il a de l'orthophonie toutes les semaines depuis 27 ans, qui lui a fait travailler la mémoire. Donc ça va mieux. Mais un homme qui n'a pas de mémoire, je trouve que c'est difficile d'être en relation avec lui. C'est comme un moulin à vent qui n'a pas de grain, pas qui n'a pas de vent. Enfin, c'est vraiment un cerveau qui fonctionne, mais qui n'a rien à moudre, quoi. Donc c'est très compliqué. Des gestions d'humeur aussi difficiles, parce que c'est un syndrome frontal qu'il a eu. Il a touché la tête en premier sur l'avant, et c'est tout ce qui gère les émotions, le rapport social aux gens. Et c'est pour ça qu'au réveil du coma, les médecins m'avaient dit, attention, il peut être désinhibé, c'est-à-dire qu'il peut vous dire des gros mots, se balader tout nu. Et en fait, non, ça n'a jamais été le cas. Okay. Mais par contre, une gestion d'humeur fluctuante, ouais. Donc ça, c'est compliqué. Et l'impact de la perte de mémoire sur la vie de couple, est-ce que ça en a un? Alors ça, c'est compliqué. Alors moi, typiquement, il s'est réveillé du coma, il me demandait en mariage. C'est-à-dire en fait, on avait identifié que les 8 mois avant l'accident, ça fait partie de la mémoire à court terme, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une zone du cerveau qui était abîmée, et il ne se souvenait plus du tout des 8 mois avant. Il s'était arrêté aux fiançailles 1 an avant. Donc du coup, grand renfort d'album photo, lui expliquer, on lui montrait son alliance, tout ça. Petit à petit, il a intégré qu'on était mariés, mais il l'a réappris. Ouais. Donc là, on était très heureux parce qu'il voulait toujours me présenter à ses parents, tout ça. Je disais, mais c'est bon. Et ça, c'était tous les jours, ou 4 fois dans la journée, parce que vraiment, la mémoire était très défaillante. Sinon, après, c'est avec les enfants que c'est difficile, la mémoire, parce qu'il est difficile de se souvenir en quelle classe ils sont, les leçons qu'ils ont apprises. Voilà. Encore aujourd'hui, ou alors ça, c'était... Alors maintenant, ça va mieux. Il y a quelques loupés parfois. Parce que puis là en plus il change, chaque année ça change. Oui. Mais grosso modo il sait à peu près ce que fait ses enfants quand même. Parce
que font ces enfants. Mais dans quelle ville, voilà, la durée des études, le nom du diplôme, ça c'est compliqué encore. Et du coup, vous arrivez à échanger en couple sur... est-ce qu'il a intégré par exemple que vous étiez sculpteur ou alors c'est encore des choses qu'il oublie un peu de temps en temps? Ça c'est intégré, sans problème. Et d'ailleurs, il écrit des poésies sur mes sculptures et quand on fait des expos, c'est avec ses poèmes à côté. Donc à chaque fois que j'ai une nouvelle sculpture, je lui porte et puis si ça l'inspire, il m'écrit un petit texte. Si ça l'inspire pas, je prends ailleurs. Mais non, ça il l'a bien intégré. D'ailleurs, on fait des témoignages ensemble hein, et il peut parler de son parcours. Ce qui est plus difficile, c'est vraiment ce qu'il leur a fait la veille, voilà, ou parfois je lui dis des noms de personnes, il n'associe pas les noms au visage, alors il a du mal. Mais sinon, quand il voit les gens, il se souvient des visages, donc il se souvient des gens. Et puis nous, nos échanges sont quand même riches parce que Cédric, c'est quelqu'un qui a vraiment une grande capacité d'écoute. Et c'est vrai que le soir, quand j'ai des nœuds à dénouer, je lui expose mes problèmes. Et moi, ça me fait du bien parce que je mets des mots sur ce que j'ai vécu. Et lui, souvent, il a un bon avis parce qu'il est objectif, qu'il est un peu détaché des choses. Puis c'est un mec, donc il voit les choses différemment. Et non, on a quand même des échanges riches de ce côté-là. Ok. Trop beau en tout cas comme témoignage. Je repensais un peu à... Enfin, je fais un peu une digression, mais au moment de l'accident, quand il a intégré qu'il n'allait pas récupérer son corps d'avant, que... Enfin, voilà, ce corps très sportif qu'il avait l'habitude de pas mal challenger, tout ça. Et puis, le fait de réaliser qu'en fait, vous étiez mariés, est-ce qu'à un moment, il vous a dit, mais en fait, pars? Ouais. Il m'a dit, c'est ça, c'est qu'il foutait surtout le plomb, je pense. C'est pour ça qu'il avait des idées noires, c'est qu'il me disait, mais je vais te gâcher ta vie, je veux pas être un poids pour toi. Et en fait, moi, je lui ai dit, mais tu te rends compte, enfin, si tu te donnes la mort... Je veux dire, ça va entacher à jamais tes parents, entacher ma vie à jamais. Et tu ne sais pas ce que notre avenir va être. C'est à nous de l'écrire. Enfin, tout est entre nos mains, dès lors qu'on s'aime. Enfin, moi, j'avais l'impression que le fait qu'on s'aime, on allait y arriver, quoi. Et très vite, je lui ai expliqué que la mort n'était pas une solution. En fait, il a fallu parler cash. À 25 ans, je ne pensais pas parler de ça avec mon mari, mais bien sûr, et maintenant encore, quand son moral va moins bien, c'est souvent qu'il a l'impression d'être un poids. Donc ça, je trouve que c'est vraiment lié, ça. Alors je ne sais pas si c'est universel, mais en tout cas, chez Cédric, s'il se sent être un poids, le moral tombe. Et si on prend soin de lui avec plus de joie, d'allégresse, de vraie générosité, eh ben tout va bien. S'il y a de l'humour. Et c'est pour ça qu'il faut être en forme. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre l'un sur l'autre, ou s'épuiser, ou faire ça que par devoir. Moi, j'y crois pas. Enfin, moi, j'aurais pas pu. Donc le fait de mettre de la respiration entre nous, d'être heureux d'être ensemble, eh ben, ça joue sur son moral. Et le fait est que du coup il va bien et que c'est beaucoup moins lourd à porter pour toute la famille. Enfin, voilà, il va de l'avant, il fait des choses sympas, il a de l'humour, ben voilà. La vie est chouette comme ça. Mais moi, il m'arrive parfois d'être fatiguée, et puis, parce qu'on a quand même des auxiliaires de vie tous les matins hein, qui s'occupent de lui, qui font faire sa toilette, qui l'habillent. Mais moi, le soir, c'est moi qui le couche. Et donc, j'ai quand même des soins à lui prodiguer. Et si je suis un peu fatiguée et que c'est pas que je lui montre volontairement, hein, mais j'ai des mouvements un peu brusques et que j'ai vite envie d'en finir pour aller me coucher, et ben lui, je sens que ça l'affecte. Voilà. Et si ça se répète plusieurs jours de suite, le moral, il chute. Et je le sais, je le vois. Donc, c'est vraiment les vases communicants. Donc, il faut vraiment, l'idée, c'est que moi, j'aille bien pour qu'il aille bien. Voilà, en gros. Oui, c'est vraiment prendre soin chacun, indépendamment l'un de l'autre, pour que le couple fonctionne et en vérité, vraiment, parce qu'on peut pas faire semblant, quoi. Ça dure. Enfin, moi, je peux pas. Dans une vie de couple, déjà, on peut pas faire semblant, mais je pense qu'avec le handicap en plus, c'est vrai que. Ouais, on est vite plongé dans des abîmes de désespoir si vraiment on se focalise dessus, qu'on voit que ça. Et c'est pour ça aussi qu'avec Cédric, on a quand même pas mal de centres d'intérêt communs et qui nous font du bien. C'est-à-dire que lui, il adore aller dans les musées, moi aussi. Les artistes qui nous font vibrer, c'est les mêmes, tous les deux, parce que Cédric a fait des études d'art aussi, d'art plastique, et moi des études d'art appliqué. Donc quand on s'est connus, c'est pour ça aussi que ça a été un coup de foudre, parce qu'on avait plein de trucs en commun. Et ça, c'est vrai que c'est une chance de vibrer aux mêmes choses, aux mêmes... voilà, ça c'est important. Et là on le fait un peu moins, mais
on essayait, pour nos 20 ans de mariage, on était partis à Rome, on avait visité tous les musées, les églises de Rome. Après, on était partis à Bruges pour nos 25 ans. Donc Bruges, c'est une super ville près de la Belgique, là, ou en Belgique même. En Belgique, je crois. La petite Venise de Belgique, ça s'appelle. Et c'est magnifique. Et c'est les primitifs flamands, là-bas. Et c'est extraordinaire, les primitifs flamands. Enfin, Cédric et moi, on adore. Et on a été vraiment nourris par ce week-end à Bruges. Voilà, donc on essaye de se poser des petits temps ensemble. Ouais, c'est quand même une chance énorme que vous ayez ces points qui vous rassemblent et sur lesquels vous êtes, vous êtes passionnés tous les deux, parce que ça permet aussi d'alimenter la vie de couple et tout ça, parce que si, mettons que tous les deux votre passion c'eût été le sport, par exemple, que vous aviez beaucoup aimé le vélo, ça aurait été... c'est trop chouette du coup d'avoir retrouvé des trucs sur lesquels vous vous rejoignez. Alors ceci dit, Cédric, il a continué le sport quand même un peu à sa mesure. C'est-à-dire qu'avant l'accident, il était champion du Jura de tennis de table. Et il a continué avec handisport à faire du ping-pong, là, du tennis de table, pendant longtemps. Après, il a fait du vélo, il a voulu se remettre sur un vélo, donc c'était un tricycle. Et je l'emmenais sur des stades pour qu'il fasse des tours de vélo, et ça, il aimait bien se donner à fond. Il a toujours eu besoin de se donner à fond. Bon, là, il a 57 ans, donc il peine un peu plus. Mais pendant longtemps aussi, je le faisais marcher avec une canne tripode, ça, il adorait, et puis c'était très bon pour lui. Parce qu'on est vraiment fait pour être à la verticale. Les médecins nous expliquaient que voilà, sous les talons, il y a une espèce de pompe qui fait que le sang circule mieux quand il est plus au sol. Voilà. Okay. Et donc, ça régulait tout son organisme de marcher au moins un quart d'heure, une demi-heure par jour. Donc, moi, j'étais jeune, j'avais l'énergie pour, et on allait se balader. Donc, il avait sa canne tripode d'un côté, moi, je le soutenais de l'autre. Donc, c'était un petit peu bancal, mais on arrivait à marcher comme ça sur des longues distances. Donc, voilà, il a toujours eu le tempérament sportif. Mais c'est vrai que, heureusement qu'il n'y avait pas que ça, Ouais, non, je mesure la chance qu'on a quand même d'avoir d'autres centres d'intérêt communs. Et vous diriez qu'entre votre rencontre, l'accident et aujourd'hui, comment votre amour a évolué? Alors, c'est un peu large comme question. Mais... Ouais. Non, c'est sûr que notre rencontre, c'était... Moi, j'avais jamais ressenti ça pour un autre garçon. Le premier jour où j'ai posé le regard sur Cédric, je m'en souviens encore, il était sous un escalier et j'arrivais dans mon nouvel appartement à Saint-Étienne pour un contrat en CDD. Donc c'était un copain qui était en colocation avec Cédric qui m'a dit on a encore une chambre, on est 3 garçons mais on est très sérieux donc tu peux venir. Et j'avais débarqué dans cette garçonnière. Et j'ouvre la porte et je vois Cédric et puis les 2 autres locataires et je voyais que Cédric. Et puis je me disais, et mon cœur battait à 100 à l'heure et tout. Je me disais, mais c'est lui. Alors que je venais d'une histoire compliquée qui avait duré 2 ans, je venais de me séparer avant. Et je m'étais dit, mais t'emballes pas, tu vas encore te mettre dans des situations pas possibles. Et en fait, après, on a commencé à faire connaissance parce qu'il habitait sous le même toit que moi. Et très vite, waouh, c'est allé. Voilà, c'est parti très vite. Très vite, il m'a aussi déclaré son amour. Et du coup, après, on a déménagé. Enfin, lui, il est resté dans son appartement, puis moi, j'ai pris vite un appartement ailleurs, parce que, voilà, c'est un peu compliqué pour les autres locataires. C'était plus dans l'idée qu'on avait du mariage. On voulait vraiment se choisir, en dehors de toute passion trop forte. Voilà, bref. Mais du coup, c'était très fort au début, avec Cédric, vraiment. Et on s'est mariés d'ailleurs très vite après. On s'est fiancés 6 mois, 8 mois après notre rencontre et mariés tout de suite dans la foulée, peut-être 1 an après. Et après, quand l'accident... Alors au début de notre mariage, il a fallu aussi qu'on apprenne à mieux se connaître. Du coup, c'était une vraie cohabitation, mais c'était la première fois, du coup, après le mariage, qu'on habitait vraiment ensemble. Et là, j'ai compris que voilà, il fallait s'ajuster, qu'on avait quand même des petites différences. Notamment à cause du sport, parce qu'il était hyper sportif. Il fallait toujours que j'aille sur un vélo, que je cours avec lui, que je grimpe, que je faisais randonnée. Et je me suis dit, oulala, comment je vais gérer ça? Bon, mais c'est les inquiétudes justement du début du mariage peut-être. Et voilà. Et après l'accident est arrivé, et là il a fallu changer de braquet, reprendre notre place chacun. Et même si le début, après l'accident, j'avais toujours été là amoureux pendant assez longtemps, quand même au bout d'1 an, 2 ans, il a fallu vraiment que j'accepte de travailler à cultiver cet amour. Voilà. C'était plus le prendre
comme un gros chantier, voilà, à mener à bien. Parce que moi, j'avais la conviction que, c'est très égoïste, hein, que je serais heureuse avec un seul homme du début à la fin de ma vie, que si on avait des enfants qu'on a eus ensuite, ils allaient être heureux si le couple était stable et heureux ensemble. Et j'avais envie d'une belle vie avec, voilà, comme ça. Donc très vite, j'ai vite compris, quelques années après, qu'il fallait pas que je compte juste sur mon sentiment amoureux pour que les choses aillent de soi, et qu'il fallait que j'y travaille. Donc voilà, ça passe par plein de choses, notamment cette discipline de voir le beau dans l'autre, d'essayer de voir ce pourquoi je l'ai choisi il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 27 ans, de se rechoisir, de se demander pardon, ça très souvent, parce que je suis vraiment pas parfaite, et bon, lui non plus, et on a plein d'occasions de se heurter, et l'idée c'est vraiment se demander pardon, de crever les abcès, de parler d'un maximum de choses, et puis voilà, d'être bien entouré, d'avoir une vie sociale équilibrée, ce qui n'est pas évident, parce que Cédric parlant à voix basse, on n'est pas franchement super sollicité pour les dîners. C'est vite compliqué, moi j'ai pas mal de copines, Cédric, c'est pas évident qu'il s'entende avec les maris de mes amis, donc voilà, mais on trouve notre ouverture ailleurs. Bon, moi je sors pas mal avec mes copines, mais lui aussi il a quand même des amis de son côté avec Simone Sirène. On a trouvé un équilibre. Et comment est-ce que lui, il vous témoigne son amour ? Alors beaucoup par les paroles, j'allais dire, comme il écrit, c'est vraiment un homme de lettres, mon mari. Donc Cédric, il écrit beaucoup de mails, et parfois il m'en écrit. Comme souvent, 3, 4, 5, 6 fois dans l'année, on est séparés, c'est l'occasion de m'écrire. Donc il m'écrit des très belles choses. Par son écoute, sa patience, parce que même si parfois il peut prendre des colères, c'est souvent des colères contre lui, ça n'a jamais été des colères contre moi. Donc moi, dès que j'ai un souci ou quoi, il est à l'écoute. Donc ça, pour moi, c'est un signe d'amour. Il m'aide dès qu'il peut. Donc il n'a qu'une main valide, mais dès qu'il peut faire des trucs à la maison, il est derrière le balai, il met la vaisselle dans le lave-vaisselle, il débarrasse. Voilà, tout ce qu'il peut faire, il le fait dans la maison. Voilà. Après, il me fait rire parce que des fois, il oublie notre anniversaire de mariage ou mon anniversaire, mais quand il n'oublie pas, eh ben, il lui arrivait d'aller acheter des petits cadeaux pour moi, et ça me touche. Oui. Parce qu'il faut qu'il prévienne l'auxiliaire de vie, qu'il aille avec elle, ou un ami qui l'emmène. Oui, ça demande des manigances c'est ça. Longtemps en avance. Alors des fois, c'est les enfants qui s'en occupent, des fois, c'est moi qui suis obligée. Il me dit, appelle-la pour qu'on aille acheter ton cadeau tel jour. Ah, ok, super. Un peu cramé, mais ça reste... mais là, j'ai décidéalisé plein de choses. Mais je suis très heureuse quand il m'offre un cadeau, même si je sais quand il l'a acheté. Ou parfois, c'est moi qui dois l'acheter, puis après, il me l'offre. Mais puis je dirais dans son regard et dans son attitude, il me de son amour, quoi. Je sens son attachement, hein. C'est vraiment... Il est vraiment réel. Ok. Est-ce que vous sauriez dire ce que vous avez appris sur la vie de couple au travers de cette épreuve de manière plus globale, un peu Ouais. Eh ben, je dirais, c'est un petit peu ce que j'ai dit, c'est que... ça, je l'ai appris... comment dire ? Moi, je me suis lancée dans le mariage en me disant... je savais que le sentiment amoureux, il ne fallait pas compter dessus toute la vie, qu'il fallait un peu y travailler. Mais je ne pensais pas à tel point il fallait toujours se réajuster. C'est-à-dire qu'on croit qu'on le connaît par cœur et que hop, ça va rouler. Mais en fait, il y a des cycles dans la vie, avec les enfants qui grandissent, et on a toujours à se réajuster. Parce que quand les enfants sont petits, on a une façon d'agir vis-à-vis d'eux. Après, l'adolescence, c'est compliqué. Après, ils sont jeunes adultes, ils s'en vont, c'est encore autre chose. Donc, je trouve qu'il faut toujours se réajuster. C'est un vrai travail, quoi. Donc ça, je l'ai découvert un peu. Et puis que les pleins sont aussi importants que les vides. Hein. C'est comme la Tour Eiffel. Hein. On dit que les ingénieurs travaillent à ce que les pleins dans... Voilà, qu'une Tour Eiffel pleine en métallique, elle ne tiendrait pas debout. Et le fait qu'il y ait des pleins entre les structures, qu'il y ait des vides entre les structures, ça participe à la solidité de l'ensemble. Et ça, je trouve que c'est une très belle image dans le couple. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai besoin de ces moments de vide. Qu'ont peut-être les couples qui travaillent. Hein, quand on travaille tous les deux, on ne se voit pas de la journée. Nous, ce n'est pas le cas. Donc, on a vraiment besoin d'ajuster des moments de répit loin l'un de l'autre pour avoir vraiment plaisir à se retrouver.
Okay. Nous, on fonctionne vraiment comme ça. Okay. Incroyable. Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des couples qui pourraient vivre une épreuve proche de la vôtre? Alors c'est compliqué parce que chaque handicap est différent. À quelques centimètres près, un traumatisme crânien, ça donne quelqu'un de très différent. Moi j'ai des amis, parce que j'ai fait partie d'associations de conjoints de personnes handicapées, d'associations de familles de traumatisés crâniens. Et je me suis aperçue à quel point certains traumatisés sont désaffectivés. Ça c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la relation à l'autre, ils sont tournés vers eux. Et donc ça c'est des vies de couple très compliquées. Donc j'ai du mal à conseiller parce que voilà, selon le handicap, il y a des vies qui sont juste pas possibles en fait. Et il faut pas lancer la pierre, il faut pas culpabiliser. C'est que il y a des hommes qui sont tellement transformés par leur handicap. Mais si l'amour est toujours là et que voilà, la personne blessée a toujours de quoi exprimer son amour et que l'épouse a envie de construire quelque chose, et ben moi je dirais, mon conseil c'est de puiser dans l'amitié de notre entourage. Je trouve que ça c'est très important. Si la personne a la foi, bah, bien sûr, ça c'est extraordinairement une aide extraordinaire. Mais même si elle l'a pas, et ben identifier ce qui nous rend heureux et puis puiser dans ces espaces de ressourcement, ça c'est essentiel pour aller loin. Et puis nous, on a aussi, j'en ai pas parlé, mais été beaucoup aidés par les rééducateurs, les médecins. Donc ça aussi, s'appuyer sur tout ça. On est en France et le système de santé, même s'il va pas bien sur certains aspects, on a une chance extraordinaire d'avoir à portée de main plein de thérapeutes. Et vraiment, Cédric, il adore ses kinés. Les kinés l'aident à enrayer des douleurs, à faire que ça, entretenir tout ça. Et donc voilà, ça s'appuyer sur toutes ces ressources. On ne va pas combattre toute seule. Je crois que c'est un conseil important. Okay. Et puis oser demander de l'aide. Ça aussi, je l'ai appris. C'est-à-dire que des fois, on n'ose pas. Mais très souvent, moi, et puis on me l'a dit, hein, que ça faisait plaisir de pouvoir aider. Et puis si la personne ne peut pas en face rendre ce service, bah, c'est pas grave. Pas en prendre ombrage. Vraiment avoir une simplicité aussi dans les rapports. Ok. Voilà. Eh ben merci madame, merci Sophie. Eh ben merci pour ces beaux témoignages, c'était hyper beau, illuminé. Je pense que vos mots vont toucher beaucoup de monde. Donc, eh ben écoutez, j'espère parce que moi d'autres expériences de vie m'ont aidée et ça me tient à cœur de pouvoir transmettre ce qui moi m'a aidé à avancer. Merci Sophie. Merci. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci et à très bientôt!